sujet très intéressant qui nous sera présenté par le docteur Nathalie Moutouza. Bonsoir, docteur Nathalie. Bonsoir, docteur Liombo. Oui, docteur Nathalie est médecin radiologue, radiopédiatre à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, ici à Kinshasa. Après l'intervention du docteur Nathalie, nous aurons deux panélistes pour cette soirée. Le premier, c'est en la personne du docteur Noël Dodo Lusungu. Bonsoir, docteur Noël Dodo. Peut-être qu'il n'est pas encore avec nous. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre, mais on Oui, peut bien bonsoir. continuer avec sa présence. Si, Ah, si, merci. je suis déjà en ligne. Bonsoir. Bonsoir, docteur Dodo. Merci beaucoup d'être là. Je disais donc que vous êtes médecin, chirurgien et chef de service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Kalembelembe de Kinshasa. Donc, vous travaillez dans la même institution avec le docteur Nathalie. Et l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, c'est l'une des institutions de référence dans la prise en charge des pathologies médico-chirurgicales dans la ville de Kinshasa. Merci, docteur, d'être là. Et comme deuxième panéliste de la soirée, il s'agit du professeur docteur Pépé Ekoulou, qui est professeur agrégé en médecine. Il est néphropédiatre, chef de service de néphrologie pédiatrique aux cliniques universitaires de Kinshasa. Bonsoir, professeur. Bonsoir, docteur Liombo, et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, professeur, d'être là. Alors, avant toute chose, je me présente aussi. Moi, c'est docteur Dadi Liombo. Je suis médecin radiologue aux cliniques universitaires de Kinshasa. Nous tenons à remercier le comité d'organisation de lundi Parlons Radiologie de nous avoir associés à la modération de cette soirée. Et sans plus tarder, nous allons accorder la parole à la présentatrice de la soirée, Dr Nathalie Moutouza, qui va nous parler des uropathies malformatives postnatales. Coco, ça suffit, allez dormir. Docteur Nathalie, vous avez la parole. Merci, docteur Liombo. Merci, au professeur Dadimata que je salue. Je salue tous les panélistes, le professeur Ekoulou et le docteur Dodo Noël de Kalembelembe. Je salue aussi tous les participants à cette soirée. Le sujet de ce jour est l'uropathie malformative postnatale. Généralement, qu'est-ce que les uropathies malformatives? On les définit comme étant des malformations congénitales de l'appareil urinaire. Elles constituent en tout cas un problème de santé publique puisqu'ils occupent le troisième rang des malformations congénitales après les malformations cardiaques et les malformations orthopédiques. On dit qu'un enfant, pour 1% d'enfants est porteur d'une neuropathie malformative, avec un sexe ratio de 2 garçons pour une fille. La nature et la gravité sont variables et peut aller du plus simple au plus complexe. Généralement, ces pathologies, le diagnostic, plus il est fait tôt, mieux la prise en charge est plus facile et plus facile sera la prise en charge. Donc, plus tôt, c'est-à-dire le dépistage se fait généralement en anténatal lors de l'échographie morphologique. On peut remarquer des anomalies urétérales, des anomalies rénales, vésicales, ou même juste une dilatation des cavités pyélocalicielles.
Ce n'est pas toute dilatation des cavités pyélocalicielles qui est normalement pathologique. Il y a quelques mesures qui sont bien déterminées, de 4 à 5 mm au deuxième trimestre ou c'est supérieur à 7 à 10 mm au troisième trimestre. Par contre, chez le nourrisson et chez le grand enfant, le diagnostic se fait souvent au décours d'une infection et d'investigation des infections urinaires, douleurs abdominales, une hématurie ou quelques signes cliniques qui embêtent l'enfant. Et donc, la prise en charge sera en fonction de la forme anatomique, mais aussi de son retentissement sur la fonction rénale. Du point de vue embryologique, pour être très bref, du point de vue embryologique, ces malformations surviennent au cours du développement de cet appareil urinaire. Bon, il y a au développement une ébauche rénale qui se fait. À la 3e semaine, il y a le mésobleste qui se différencie en 3 parties et dont proximale, intermédiaire et caudale. Le mésoblaste intermédiaire, lui, il va former une fusion avec le tube nérogène qui, entre la 6e et la 9e semaine, qui commencera à former le rein qui, entre la 9e et la 6e semaine, se passe la migration. Le rein va se mettre au niveau du 12e arc costal sous les surrénales et il va roter vers une rotation de 90 degrés vers la colonne vertébrale. Du point de vue anatomique, rappel anatomique, on a un appareil urinaire qui est constitué, ça tout le monde le sait, il est dans l'arrière péritoine, il se compose de 2 reins qui sécrètent, des 2 canaux excréteurs qui sont chargés de conduire les urines du bassinet vers, on a le bassinet et le artère qui conduisent l'urine vers la vessie qui est le réservoir où les urines s'accumulent. Du point de vue éthiopathogénie, on a 3 causes sont essentiellement évoquées, mais ces 3 causes ne s'excluent pas mutuellement. On a des néphropathies obstructives congénitales, des mutations des gènes qui sont impliqués dans le développement de cet appareil ou des modifications qui peuvent avoir à n'importe quel degré au niveau du développement embryonnaire. Pour entrer juste dans le bref du sujet, il y a une classification des césuropathies. Nous les avons classifiées en anomalie congénitale du haut appareil, anomalie congénitale des urétères et des anomalies congénitales du bas appareil urinaire. Pour le haut appareil urinaire, nous avons premièrement les anomalies de la vessie et les anomalies du rein. Parmi ces anomalies, nous avons des anomalies de nombre, des anomalies en nombre, les anomalies en taille, les anomalies de fusion, les anomalies de structure. Les anomalies, nous en avons comme ça plusieurs. Les anomalies de structure, les anomalies de position, de rotation et de fusion. Pour les anomalies en nombre, nous avons l'agénésie rénale. Agénésie, ce qui est, comme tout le monde le sait, c'est une absence de rein au niveau de la loge habituelle, une absence de rein et non seulement au niveau de la loge habituelle, mais au niveau de tout l'abdomen, le rein n'est pas visualisé. Donc, on n'a ni d'artère rénale, il n'y a ni des voies excrétrices, ni d'orifice urétero-vésical. Il peut être diagnostiqué en anténatal si l'examen morphologique a été fait. Il peut être unilatéral, c'est ce qui est le plus fréquent, et il s'associe généralement à des anomalies
génitale morphologique. Donc, c'est la plus fréquente. La génésie rénale unilatérale, souvent associée à des anomalies génitales. Chez la fille, on a des utérus, on peut avoir, là où la fréquence est plus élevée, c'est le cas des filles, chez les filles, avec un sexe ratio de 3/2, de 4/1, pardon, 4 filles pour un garçon pour les agénésies rénales. On peut avoir comme malformation des utérus dits Delphes, des duplications de l'appareil génital, une hypoplasie utérine ou ovarienne, un utérus unicorne ou même une agénésie utérine. Donc, généralement, c'est quand on fait le diagnostic en anténatal, on retrouve pas de rein chez l'enfant, mais ce diagnostic sera précisé en post-natal par une échographie qui sera faite immédiatement en période pernatale. Mais chez le garçon aussi, il peut être associé à des kystes des vésicules séminales, des agénésies séminales ou de différentiels. Les agénésies rénales bilatérales sont très rares puisqu'elles sont incompatibles à la vie. L'examen qui nous permet de diagnostiquer, c'est l'échographie. On a une vacuité de la fosse lombaire, le siège de prédilection du rein. On a une absence de l'artère rénale, une hypertrophie des surrénales et une hypertrophie des surrénales et une hypertrophie aussi du rein qui est compensatrice puisqu'il n'y a qu'un seul rein. Et le rein contralatéral étant unique, il va fonctionner comme pour deux. La deuxième anomalie de nombre, c'est une anomalie, un rein surnuméraire. Donc, un individu peut se retrouver avec 3 reins. C'est une anomalie très rare qu'il faut bien reconnaître et faire très attention puisque ça peut on passe souvent à côté d'une duplication des voies urinaires avec un rein surnuméraire. Le diagnostic différentiel doit être fait entre eux. Mais il faut savoir que pour bien faire ce diagnostic, vous allez remarquer que le rein surnuméraire, il aura vraiment bien entouré par une capsule et il sera bien séparé du rein normal à côté duquel il se trouve. Comme deuxième anomalie, nous avons des anomalies de taille. Les reins, on peut avoir une hypoplasie rénale. Hypoplasie, c'est la réduction de la taille du rein sans atteinte ou lésion parenchymateuse, souvent unilatérale et asymptomatique. Dans ce cas-là, généralement, quand c'est une hypoplasie, la fonction rénale est normale. Et à l'échographie, on va remarquer que la différenciation corticomédulaire est bien respectée. Pour la plasie rénale, qui est différent de l'agénésie rénale, la plasie rénale, c'est la forme extrême de l'hypoplasie. Donc, ça s'oppose à l'agénésie où il n'y a même pas une petite ébauche de rein. Dans l'agénésie, il n'y a pas d'ébauche. Mais dans l'aplasie, il y a une petite ébauche qui est fibreuse ou fibrokystique. Troisième anomalie, ce sont les anomalies de structure. On a une dysplasie kystique, une dysplasie rénale qui se définit par un arrêt de développement embryonnaire normal du rein, avec une différenciation anormale des tissus métanéphrogènes ou une destruction du parenchyme secondaire à l'obstruction urétérale. Il existe des formations kystiques avec un rein
qui sera de taille variable. Le terme utilisé, c'est dysplasie multikystique. Donc, une dysplasie rénale ou dysplasie multikystique, rénale multikystique. Généralement, le parenchyme, il est anormal. On n'a pas de néphron, pas de cavité pyélocalicielle. À l'échographie, on retrouvera plusieurs petits kystes qui seront de taille variable et qui ne vont pas communiquer entre eux. Donc, on n'a pas de parenchyme rénal visible. Ça, c'est dans la dysplasie rénale multikystique. Dans les reins polykystiques, on a la forme qui est infantile, qui nous intéresse ici. La lésion est rare, se transmet génétiquement et conduit souvent à la mort dans les premiers jours de vie suite à une insuffisance rénale et une insuffisance hépatique. La forme adulte, par contre, elle est de transmission autosomique dominante avec quelques signes cliniques comme douleur abdominale au flanc, des deux gros reins, une hématurie, infection, hypertension, donc à 60 à 70% de cas. Le diagnostic clinique est facile chez l'adulte qui présente une insuffisance rénale avec deux gros reins et il est confirmé par l'UIV, l'urographie intraveineuse ou l'échographie ou même la tomodensitométrie. Nous sommes en pédiatrie, nous utilisons plus en premier lieu l'échographie. Les anomalies de position. Les anomalies de position, de rotation et de fusion. Nous allons commencer par les anomalies de position où nous aurons des ectopies rénales. Nous avons plusieurs types d'ectopies rénales. On a les ectopies rénales simples où on distingue une ectopie rénale basse. On peut aussi retrouver un rein ectopique intrathoracique, ce qui est rare. Moi, par exemple, je n'ai jamais vu de ma vie. Je n'ai pas encore vu ça à ce jour. C'est vraiment exceptionnel. Souvent, c'est le rein gauche qui ascensionne, qui se retrouve en intrathoracique et il concerne plus les garçons. Il intéresse plus les garçons. Et elle peut être intrathoracique vraie, donc ça passe à travers un diaphragme, un défect du diaphragme, ou même sous le feuillet fibreux d'une éventration. On a une ectopie rénale basse, qui est une ectopie rénale basse, qui est une ectopie homolatérale. Elle peut être pelvienne, iliaque. Celle-là peut être unie ou bilatérale. Et souvent, elle peut s'associer à des malrotations de ce dernier, avec une fréquence de reflux suite à la position du rein qui n'est pas comment dire, l'urétère qui a changé de taille, quoi. La longueur de l'urétère ayant peut-être probablement changé. Quand est-ce qu'il faut y penser? Quand vous avez la loge rénale qui est vide, c'est pas, du coup, on parle pas directement d'une agénésie rénale. Il faut d'abord commencer par rechercher pour exclure s'il n'y a pas un rein qui se trouve, mais qui est ectopique, qui est à un endroit autre, qui peut être pelvien ou iliaque. Souvent, les individus ne savent pas qu'ils ont un rein pelvien. C'est souvent, la découverte, elle est fortuite. Juste suite, l'enfant, la maman palpe une masse ou bien un adulte qui ne se sait pas, il est venu puisqu'il sent qu'il y a une voussure quelque part et donc
on découvre là qu'il y a une ectopie du rein, un rein qui est pelvien ou iliaque. On a aussi une ectopie rénale croisée. Après la simple, on a l'ectopie rénale croisée. Les deux reins sont situés du même côté et l'urétère du rein qui a changé de côté, donc du rein ectopique, croise la ligne médiane pour se terminer dans la vessie à travers un orifice urétéro-vésical qui est en position normale. Souvent, dans ces cas, on retrouve que les deux reins, dans les reins des ectopies croisées, les deux reins, du fait que l'autre a migré de l'autre côté, ils sont souvent fusionnés. Et on les reconnaît par une encoche qui se retrouve, que vous retrouvez au niveau rénal. Et très souvent aussi associé au reflux vésico-urétéral et aux malformations squelettiques aussi. Le mode de découverte, ça se fait par l'exploration de la masse abdominale ressentie. Quand est-ce qu'il faut y penser? On pense à ça quand vous avez un gros rein et qui est unique. Il faut suivre maintenant le trajet, voir s'il n'y a pas de dilatation, s'il n'y a pas de reflux, la présence de cette encoche postérieure, antéro-postérieure au niveau du rein et voir s'il n'y a pas de pieds longs. Donc, c'est la présence de l'encoche antéro-postérieure, un rein qui est beaucoup plus gros et deux pieds longs différemment orientés, chacun orienté de son côté. Ceci peut nous faire penser à une ectopie rénale croisée. Dans les anomalies de rotation, nous avons ce qu'on appelle dystopie rénale. On a des anomalies qui peuvent, on a trois types, on peut les avoir. Une absence, un rein qui n'a pas roté, une absence de rein, de rotation des reins, avec la jonction pyélo-urétérale qui sera antérieure, qui va rester antérieure, soit une rotation qui s'est faite excessivement, donc la jonction pyélo-urétérale sera postérieure, soit elle a roté de manière inverse, la jonction pyélo-urétérale sera externe. Donc, ce sont les trois types de malformations, d'ectopie, d'anomalies de rotation des reins. Et aussi, nous avons des anomalies de fusion rénale où on peut retrouver plusieurs types de reins où les reins ont fusionné. Ils sont caractérisés par l'existence d'un seul isthme parenchymateux et d'une symphyse rénale sur une ectopie croisée. Le rein ectopique est fusionné à l'autre rein. Plusieurs types. On a un rein sigmoïde, le bord interne du pôle inférieur du rein ectopique va fusionner avec le bord interne du pôle inférieur du rein qui reste en place. Donc, celui qui se déplace, son pôle supérieur fusionne avec celui qui il fusionne avec le bord interne du pôle inférieur du rein qui est resté en place. Ça, c'est pour le rein sigmoïde. Le rein en L, c'est une ectopie qui s'est faite transversalement. Donc, en pré-rachidien, on a des reins qui ont fusionné à travers un pôle avec le pôle inférieur du rein qui est resté en place. Et le plus fréquent de tous, c'est le rein en fer à cheval, où on a deux reins
qui fusionnent par l'isthme prérachidien ou prévasculaire, ils se réunissent souvent, le plus souvent, c'est par leur pôle inférieur. On a une malrotation, les pieds longs sont en antérieur. Les urétères proximaux croisent le pont parenchymateux. Le rein à fer à cheval est asymptomatique, d'où de découvertes aussi fortuites ou lors du diagnostic anténatal. Il s'associe au syndrome des jonctions piélo-urétérales ou à des reflux vésico-urétérales. Ils peuvent être verticalisés et rapprochés par de la ligne médiale plus bas que les reins normaux. Et enfin, on a des reins discoïdes ou en galette, où les deux reins sont fusionnés par leurs pôles, par leurs deux pôles, et forment une masse parenchymateuse en ectopie pelvienne. Il peut exister deux urétères à abouchement normal. Les bassins peuvent être communicants avec un ou deux urétères. Et maintenant, en deuxième posée, comment les reconnaître? Quand est-ce qu'il faut penser à des reins en fer à cheval? C'est quand on a deux reins en peau qui sont bas, d'abord, qui ont avec une malrotation antérieure des pieds longs, où on ne voit pas très bien les contours inférieurs, ou bien dont le diagnostic anténatal a été suspecté. Les trois schémas ci-dessous reprennent en gros les ectopies rénales que nous avons. En gros, on a la première image à ma gauche, à notre gauche, c'est une ectopie rénale basse. Et au milieu, nous avons le rein à fer à cheval. Et à l'extrême droite, c'est une ectopie rénale croisée. Nous en avons fini avec les anomalies du rein. Nous passons aux anomalies des calices. Les anomalies des calices, où on peut avoir des hydrocalices par la dilatation de un ou de plusieurs calices. Ils peuvent être soit par une sténose, la sténose est intrinsèque ou la sténose est extrinsèque. Intrinsèque, c'est-à-dire de l'intérieur, extrinsèque, c'est à l'extérieur. Suivi des mégacalicoses, où on a une hypoplasie des pyramides de Malpighi avec une ectasie passive et une multiplication de petits calices. Ça se voit en urographie intraveineuse où on a les tiges calicielles qui sont très courtes, larges, un bassinet et un urétère non dilaté, des contours de reins bien normaux. Il faut faire le diagnostic différentiel avec une dilatation des cavités calicielles que l'on retrouve lors d'une anomalie de la jonction piélo-urétérale. Troisième, c'est le diverticule précaliciel, c'est-à-dire la cavité intraparenchymateuse est remplie d'urine et bordée par un épithélium transitionnel qui communique avec le fornix ou avec une tige d'un calice normal par un canal très étroit. Le siège habituel, c'est au niveau du pôle supérieur du rein, plus souvent unique que multiple. Pour les anomalies calicielles qui sont difficilement dépistées en anténatal, nous avons les hydrocalices, les mégacalicoses, ainsi que les diverticules précaliciels. Là encore, c'est beaucoup plus simple.
En troisième position, nous avons les anomalies du bassin, du bassinet, principalement constituées de la maladie de la jonction pyélo-urétérale, où nous avons dilatation des cavités pyélo-calicielles en amont d'un obstacle qui est situé entre le bassin, le bassinet et l'urétère proximal. La maladie de jonction pyélo-urétérale, c'est la plus fréquente que l'on retrouve en pédiatrie. Le diagnostic anténatal est possible on retrouve avec une dilatation des cavités pyélo-calicielles d'intensité variable, sans dilatation urétérale, même pas d'anomalie vésicale. Donc, c'est souvent en ce moment-là, puisque l'obstruction, l'obstacle est situé entre le bassinet et l'urétère proximal. La confirmation, quand il est diagnostiqué en anténatal, la confirmation est faite par un bilan postnatal, une échographie. Comme on l'a dit, on retrouve une dilatation pyélo-calicielle, des urétères fins et une vessie normale. Après les anomalies, les malformations du haut appareil urinaire, nous passons au deuxième volet, les malformations de l'urétère. Nous avons les duplications des voies excrétrices, dont deux types. Il peut être complet, alors on parle de duplicité, ou incomplet ou partiel, et là on parle de bifidité. Premièrement, dans la duplication, quand elle est complète, on a vraiment deux urétères complets qui sont bien visibles dans leur portion intramurale. Les deux urétères vont jusque dans la gaine et sont vascularisés par une même artère. L'urétère, il y en a un, le supérieur, c'est celui qui va s'aboucher plus bas dans la vessie. Et l'urétère inférieur, c'est celui qui va s'aboucher plus haut. Donc, c'est un peu l'inverse. Quand vous avez une duplication urétérale, pour reconnaître pour pouvoir distinguer l'urétère supérieur, vous regardez l'abouchement au niveau de la vessie. Celui qui s'abouche le plus bas, c'est lui qui est le supérieur, et celui qui s'abouche le plus haut, c'est l'urétère inférieur. Ils vont faire un croisement des conduits urétéraux. Il y a un croisement de conduits urétéraux, l'urétère du piélon supérieur passant en avant de l'urétère du piélon inférieur. Donc, je crois que là, ça permet de pouvoir reconnaître, quand vous faites une échographie, vous avez une duplication urétérale. L'urétère qui est plus haut, c'est lui qui va s'aboucher plus bas et il va passer en avant. L'urétère qui est plus bas, c'est celui qui va s'aboucher en haut et passe en arrière. En deuxième position, on a une duplication partielle ou incomplète. On parle de bifidité urétérale. Là, on a un dédoublement incomplet de la voie excrétrice supérieure, avec deux urétères qui se rejoignent à un niveau. Ça peut être soit au niveau du piélon, soit lombaire ou iliaque, ou même pelvien, voire même en intramural. Ils se rejoignent toujours au carrefour de jonction. L'urétère bifide a une branche qui est borne, qui correspond à une bifidité dont l'un des deux urétères a arrêté son développement et n'a pas atteint le rein. La branche borne
doit être, doit être distingué du diverticule urétéral. J'ai mis une image là à notre droite sur la dia qui suit. C'est un peu plus rapide, vous êtes un peu plus rapide là. On a un schéma là qui nous montre deux pieds longs, un système double complet à gauche, à notre gauche, et un système double incomplet à notre droite. Les deux pieds longs ne sont pas dilatés. Il n'y a pas de dilatation des cavités pyélocalicielles. Quand il n'y a pas de dilatation, on ne fait pas d'examen complémentaire. Bon, il est comme ça, il a deux pieds longs, il n'y a pas de dilatation. Mais quand la duplicité incomplète, non pathogène, même pas de surveillance. Donc là, on a vu dans le système supérieur, la malformation qu'on peut avoir, c'est la présence d'un urétérocèle, ou on peut aussi avoir un abouchement ectopique urétéral. Les obstacles sur l'urétère. On peut avoir un urétère qui peut être rétrocave. On peut avoir un urétère rétrocave. C'est une malformation qui résulte d'une anomalie du développement de la veine cave inférieure. Les signes cliniques absents ou modérés sont absents ou modérés, et tout dépend du degré d'obstruction qui se présente. L'urographie intraveineuse va montrer une dilatation pyélocalicielle qui est généralement peu importante. La deuxième obstruction, c'est les valves urétérales. Ce sont des replis muqueux centrés par des fibres musculaires lisses qui sont responsables de l'obstruction de l'urétère, et ils sont donc bien distincts des replis muqueux fœtaux que l'on observe souvent sur l'urétère néonatal. 3. L'atrésie urétérale, c'est une malformation exceptionnelle, c'est-à-dire l'urétère totalement bouché, oblitéré, et se présente comme juste un cordon fibreux avec une lumière en amont et le pied normal en aval. La sténose congénitale de l'urétère lombaire. Je vais te taper fort. C'est une étiologie très rare de la dilatation de l'hydronéphrose. La cause n'est pas bien connue. Ce sont des valves, des anomalies musculaires, une ischémie in utero, on ne peut pas le dire. Ce diagnostic est souvent évoqué par élimination, quand on a vu avec un diagnostic différentiel, quand on n'a pas retrouvé des lithiases ou on n'a pas de sténose acquise, post-infectieuse ou un urétère rétrocave. Là, on peut toujours évoquer une sténose congénitale de l'urétère lombaire. Donc, voilà. Le piège dans l'urétère rétrocave, c'est que la jonction pyélo-urétérale en situation base, on a une hydronéphrose importante, et le pyélon extra-sinusal n'est pas conforme avec un urétère dilaté. On a aussi un urétère rétro-iliaque, c'est une anomalie, elle aussi elle est rare. L'urétère distal est rétro-artériel ou rétro-veineux.
Nous passons au méga-urétère ou urétérohydronéphrose, une dilatation de l'urétère. Pathologie, c'est une pathologie malformative qui atteint souvent beaucoup plus à gauche, très fréquente chez l'enfant, qui est classifiée en deux, primitive et secondaire. Pour le méga-urétère primitif, l'obstruction est jonctionnelle. On a une dilatation urétérale du tiers distal qui est fusiforme et se termine en queue de radis. Pourquoi pas en queue de carotte seulement? Et une dilatation pyélocalicielle qui est variable en fonction de l'immaturité de la jonction urétéro-vésicale. On a un méga-urétère refluent, la dilatation urétérale avec un reflux. On peut avoir un méga-urétère obstructif. La dilatation urétérale est en amont d'un syndrome dynamique de la jonction urétéro-vésicale et aussi un méga-urétère non refluent, non obstructif. Donc, on n'a pas de reflux vésical, pas d'anomalie de la jonction urétéro-vésicale. Le méga-urétère secondaire, on a une dilatation urétérale secondaire à un reflux vésico-urétéral ou à un obstacle, les valves ou un urétérocèle qui sont liés. L'étiologie peut être extrinsèque, une vessie neurogène ou une obstruction sous la vessie, ou bien autre, mais l'existence d'un urétérocèle ou d'un abouchement ectopique de l'urétère distal n'entre pas dans le cadre de la définition de du méga-urétère. Quel est le mode de révélation? Souvent, c'est après une investigation de routine, un enfant qui présente des infections à répétition, mais alors on demande de faire une échographie, souvent fortuite, ou pendant le diagnostic anténatal d'une écho morphologique. À la découverte, on peut faire un bilan qui sera complété à la naissance en postnatal par une cystographie ou une uro-IRM ou une uro-IRM. Son évolution, elle peut être favorable avec une normalisation, mais si l'obstacle est sévère, le reflux majeur ou les infections urinaires sont à répétition, ce moment-là, on fait appel au chirurgien et avec une échographie comme un mode de surveillance. Le reflux vésico-urétéral. Uropathie très fréquente chez l'enfant qui atteint souvent la fille, qui est définie comme une intrusion permanente ou intermittente des urines dans vésicale au niveau du haut appareil suite à une défaillance de la jonction urétéro-vésicale. Donc, les urines quittent la vessie et remontent dans les voies excrétrices. Donc, remontent dans l'urétère, dans le bassinet, les calices et dans le rein. C'est ça, le reflux urétéro-vésical. La cause, deux origines différentes. Elle peut être primitive, c'est le résultat d'une anomalie intrinsèque congénitale du système physiologique anti-reflux. Le système anti-reflux n'a pas subi a subi une maturation avec une croissance ce qui explique que chez l'enfant, la guérison est spontanée et ce reflux peut être mis en évidence. Soit chez un enfant qui avait été constaté, c'est qui avait été constaté une dilatation transitoire des voies urinaires dans le diagnostic anténatal,
lors du diagnostic anténatal, soit dans le cadre d'une infection urinaire, beaucoup plus rarement dans les bilans urinaires d'une insuffisance rénale et autres. Et deuxièmement, le reflux vésico-urétéral secondaire. Ça, c'est la conséquence de l'existence d'une pathologie sous-jacente, soit un obstacle organique, les valves de l'urètre postérieur, ou un obstacle fonctionnel, une vessie neurologique, une dysynergie du sphincter vésico-sphinctérien. Nous avons un schéma là qui nous montre la graduation de reflux. Du point de vue physiopathologie, les causes peuvent être anatomiques ou fonctionnelles. Anatomique, le trajet sous-muqueux trop court, ou soit on a une anomalie de la paroi vésicale, un diverticule, une vessie de lutte. Deuxième des causes fonctionnelles, la vessie est instable, où on a une dysynergie entre le sphincter une dysynergie sphinctéro-vésico-sphinctérienne. Immédiatement, on doit faire l'échographie, qui sera suivie d'une cystométérographie. Le temps le plus important, c'est le temps mictionnel, après avoir traité, bien sûr, l'infection urinaire. Il faut d'abord s'assurer vraiment que les urines ont été stérilisées en installant un traitement prophylactique. Et puis, on va faire cet examen, cette cystographie, un mois après ou après l'épisode infectieux. Puisque ça peut nous conduire à surestimer le degré du reflux. L'opacification des urétères unis ou bilatérales confirme le reflux qui est classé. Le reflux peut être classé selon la gravité, en reflux en grade 1, grade 2, 3, 4 et il va jusqu'à 5. Donc, au grade 1, c'est l'image que nous avions précédemment, le schéma que nous avions. Si vous pouvez remonter, s'il vous plaît, la gare. Oui. Au grade 1, on a le reflux, les urines quittent la vessie et le reflux est partiel. Ça nous pacifie que l'urétère est partiellement. Au niveau du grade 2, on a un reflux. Le reflux, il opacifie l'urétère, le bassinet et les calices sans dilatation ou détérioration du fornix. Au grade 3, c'est la troisième image, la troisième image, on a le reflux qui est total avec une dilatation modérée de l'urétère et du bassinet. Les calices sont peu ou pas émoussés. Donc, là, on a le grade 3. Le grade 4, on a une dilatation modérée de l'urétère et du bassinet, une disparition complète de l'angle aigu du fornix avec une persistance des impressions papillaires. Au niveau du grade 4, on a une dilatation importante de l'urétère, bassinet, calice, avec disparition des impressions papillaires pour la majorité des calices. Le traitement pour les formes mineures, on peut faire un traitement médical anti-infectieux, tandis que pour les formes sévères, on réalise des fois une réimplantation de l'urétère dans la vessie. Le reflux associé. Le reflux vésico-urétéral est fréquent, prédominant pour le pôle inférieur, avec un risque infectieux important. L'examen a indiqué la cystographie, mais bien sûr, après une prophylaxie antibiotique en dehors de la phase infectieuse.
En l'absence d'anomalies anatomiques, la résolution spontanée est fréquente. L'échographie, elle peut être normale ou présenter des signes qui sont aspécifiques, une pylite, une dilatation intermittente. Et comme je l'ai dit plus haut, le diagnostic est essentiellement fait par une cystographie. Quel est le traitement de reflux? On élimine d'abord un reflux neurogène, c'est-à-dire un reflux secondaire, c'est-à-dire suite à un obstacle, à une vessie neurologique, un diverticule vésical ou un obstacle urétéral. La régression spontanée complète selon le grade 1, 2, 3 se fait à 80%, tandis que pour le grade 4 et 5, la résolution spontanée est très faible. L'indication du traitement chirurgical du reflux, ce qui n'est pas consensuel, se fait quand l'enfant présente des pyélonéphrites aigus récidivantes ou dans les cas des reflux vésico-urétéraux malformatifs de haut grade, c'est-à-dire 4 et 3, persistants. L'intervention chirurgicale, qui est l'intervention qui permet de recréer le trajet sous-muqueux. La cystoscopie, à la cystoscopie, on injecte parfois le deflux sous le méa urétéral. 5. Anomalie de terminaison de l'urétère. On a l'ectopie urétérale, c'est un abouchement extravésical d'un urétère. La plus fréquente, la terminaison est ectopique, plus le rein a des chances d'être dysplasique et ectopique. L'échographie pelvienne, au niveau du pelvis, on retrouve une structure tubuléo-pseudo-kystique qui est indépendante de la vessie et qui doit être bien différenciée avec un urétérocèle. En urographie intraveineuse, la sécrétion est souvent faible ou absente. La recherche des signes en faveur d'une duplication méconnue avec piélon supérieur muet doit être soigneuse et la cystographie permet de mettre en évidence un reflux permictionnel à l'abouchement si l'abouchement est urétéral. L'abouchement urétéral ectopique, plus souvent avec le système double, mais il peut aussi exister dans le système simple. Les signes cliniques, chez le garçon, on a des orchiépididimites à répétition et chez la fillette, on a des fuites urinaires et des mycoses chroniques. L'urétérocèle, quant à lui, c'est une hernie intravésicale de la portion sous-muqueuse dilatée d'un urétère entre le hiatus du détrusor et son abouchement au niveau de la vessie. On a 4 types d'urétérocèles qui sont en fonction de leur souvenir sur un urétère unique ou sur un système double et de leur topographie intravésicale ou ectopique à cheval sur le col. Donc, les 4 types sont sur un urétère unique ou un système double ou de topographie intravésicale ou encore ectopique. 3. Les anomalies de la malformation du bas appareil urinaire. On a la malformation de la vessie. Premièrement, nous avons l'extrophie vésicale qui se définit par une aplasie complète plus ou moins complète de la paroi antérieure abdominale sous-ombilicale ainsi que de la paroi antérieure de la vessie, du col et de l'urètre et de la verge ou du clitoris.
L'extrophie, si elle est complète, il y a une persistance de la plaque vésicale trigonale qui sera en continuité avec la peau. Les orifices urétéraux vont siéger au niveau de cette zone et le col et l'urètre seront incomplets, limités à leur partie inférieure. Il existe un écartement des deux pubis. Le bilan en imagerie doit apprécier le degré de stase urinaire supérieur éventuel et aussi la valeur fonctionnelle des reins. La duplication vésicale. La duplication vésicale enferme les anomalies congénitales variables qui vont de la duplication complète de la vessie au septum intravésical, soit on va de deux vessies à juste une cloison intravésicale, qu'il soit situé dans le sens sagittal ou frontal et qu'il divise la vessie de façon complète ou non. La vessie en sablier, c'est une forme particulière qui résulte d'une bande musculaire circulaire qui agit comme une ceinture. La complication arrive souvent à l'âge, les complications arrivent souvent à l'âge adulte et le diagnostic différentiel comprend les imperforations vaginales, diverticules et urétérocèles géantes. Les diverticules de la vessie apparaissent il y a une erreur, apparaissent comme une excroissance saculaire au niveau d'un défect de la paroi vésicale. Il peut être unique ou multiple, de diamètre variable de quelques centimètres jusqu'à représenter réellement une seconde vessie contenant plus du tiers de la capacité de la vessie. Les malformations urétrales, on a premièrement les valves de l'urètre postérieur, fréquent chez le garçon, fréquent chez l'enfant et ne touchant que le garçon. Ce sont des replis membraneux congénitaux qui sont obstructifs. C'est la principale cause des dysuries chez les enfants. On a deux formes, une forme sévère et une forme sévère dont le diagnostic est anténatal par l'échographie où on a une mégavessie des parois, une paroi vésicale épaisse et irrégulière. On a une dilatation une dilatation urétro-piélo-urétérale bilatérale et un urètre postérieur dilaté. La surveillance du liquide amniotique en anténatal, du parenchyme rénal et la dilatation des urinomes. Il faut les surveiller quand vous avez fait l'échographie anténatale ou même quand vous avez un nouveau-né en postnatal. Ce sont les éléments à surveiller, le parenchyme, la dilatation et les urinomes. À la naissance, on fera directement une échographie qui sera suivie d'une cystographie. Pour la forme peu sévère, sont découvertes tardivement suite au décours d'une infection, anomalie de la miction ou de retard de croissance. Et le diagnostic de certitude se fait par la cystographie. Comme on dit en pour les valves de l'urètre, le cliché le plus important, c'est le cliché permictionnel. En anténatal, la quantité de liquide amniotique reflète la fonction rénale. Donc, la cystomictionnelle, on retrouve un pseudo-diverticule vésical, une hypertrophie du col, une dilatation de l'urètre postérieur, avec une image en coup d'ongle sur le schéma que vous avez à côté. Le retentissement des valves de l'urètre sur le haut appareil est très intense et variable.
Il peut entraîner des lésions très graves et mettre en jeu le pronostic vital même, à brève échéance, le pronostic vital, ou il peut laisser derrière lui des séquelles rénales indélébiles. Les valves, nous avons aussi des valves de l'urètre antérieur. L'image qu'il y a à côté, c'est des valves de l'urètre antérieur que nous avons diagnostiquées quelque part à SIGO. Ça, c'est vraiment rare. C'est pourquoi j'ai gardé l'image ici dans mon ordinateur précieusement. C'est très rare, plus rare que les valves de l'urètre postérieur, mais la prise en charge reste la même pour les deux. On a la duplication urétrale qui est caractérisée par l'existence d'un urètre surnuméraire. La duplication, la duplicité a que selon l'auteur que William Ekinave, le caractère complet ou incomplet de la duplication urétrale permet de classer 5 types avec duplicité urétrale, avec hypospade, avec épispade. J'ai comme une idée qui a manqué. Je vais essayer de vous la remettre plus tard. Et on peut aussi avoir un polype urétral qui est responsable du gérer. L'image que nous avons là. Quels sont les outils diagnostiques pour les uropathies malformatives? Dans les uropathies malformatives, on a des examens complémentaires. Premièrement, pour l'étude de la fonction rénale, on a la biologie. L'étude globale, on a la créatinine, némie. L'étude séparée pour la fonction différentielle, on peut utiliser la scintigraphie et l'uro-IRM. Et aussi, on a l'échographie pour l'analyse quantitative, qualitative à haute fréquence. On va analyser l'échogénicité corticale, la présence des kystes et la différenciation cortico-médulaire. La deuxième étude, c'est l'étude du degré d'obstruction, fonction différentielle. Elle se fait par la scintigraphie ou par l'uro-IRM. Pour l'uro-IRM et la scintigraphie, il faut attendre 4 semaines en post-natal. Ça ne se fait pas en post-natal immédiat. Il faut attendre 4 semaines après pour atteindre que la maturité rénale soit atteinte. Pour l'échographie chez l'enfant, la technique, il faut toujours commencer par la vessie. Prendre une sonde haute fréquence et, au besoin, chauffer un peu le gel et faire utiliser la voie périnéale. Les mesures, elles sont standardisées, longueur, largeur, épaisseur, donner le volume et l'évaluer en fonction de l'âge et du poids de l'enfant. On mesure aussi les pieds longs. On prend toujours le diamètre antéro-postérieur sur une coupe orthogonale au grand axe du rein, plan du île, entre la lèvre antérieure et postérieure. Le Doppler au niveau des vaisseaux du île, si c'est normal, le pied long, il est normal, c'est-à-dire son diamètre est inférieur à 10 mm. Par contre, pathologique, la mesure intra et extra, c'est-à-dire on prend les deux mesures, ça sera au-delà de 10 mm. L'épaisseur du parenchyme, ça se mesure en regard du calice qui est le plus dilaté. Quels sont les signes échographiques péjoratifs? Les signes de dysplasie, on a une hyperéchogénicité corticale, la perte de la différenciation cortico-médulaire et des kystes parenchymateux. Les signes d'obstruction, on a une mauvaise croissance rénale. Évidemment, ça s'évalue sur des examens répétitifs ou successifs tels que le patient les a réalisés.
la majoration de la dilatation et l'important amincissement du parenchyme rénal. Le deuxième examen après l'échographie, c'est la cystographie, qui a pour objectif la recherche d'un reflux vésico-urétéral, de la dysfonction vésicale associée et la recherche d'une autre pathologie urétrale. La technique, elle est radiologique. On utilise les isotopiques ou on utilise aussi des produits de contraste échographique aussi. La voix, elle est rétrograde, surtout pour les filles. Chez les filles, elle est uniquement rétrograde. Chez le garçon, elle est rétrograde ou suspubienne. Quel est l'intérêt de réaliser? Il est important de réaliser deux remplissages pour évaluer le reflux vésico-urétéral, pour bien évaluer. Le cliché très important, nous l'avons dit, c'est le cliché permictionnaire. Quand est-ce qu'il est indiqué, quand est-ce qu'elle est indiquée, la cystographie? Quand le diagnostic anténatal de certaines uropathies, dans les pyélonéphrites à répétition ou avec une échographie anormale. Quand on a une échographie anormale, on fait la technique. Je ne vais pas revenir là-dessus, une fois qu'on a réalisé. On fait d'abord, on commence par faire un ASP en debout, toujours expliquer et rassurer les parents. Si vous pouvez mettre du méopa pour faire diversion à l'enfant. Chez les Blancs, ils utilisent l'anesthésique. Nous, c'est juste par diversion, le téléphone de l'enfant, un jouet, une sucette. Il faut bien se laver les mains. Il faut faire un sondage vésical. Attention, quand vous faites le sondage de la petite fille, il faut bien reconnaître l'orifice à travers lequel vous allez passer et bien garder la sonde en place, que la contention soit assurée. Et comme on dit, il faut faire deux remplissages. Vous remplissez pour la première fois avec des images. Ça permet d'évaluer la capacité de la vessie. Vous faites, si vous avez la scopie, vous scopez pour regarder le milieu, le début, le milieu, la fin de remplissage. Et pendant la miction, quand il émet, c'est pas dès qu'il a commencé que vous prenez. En tout cas, il commence, vous laissez au moins passer les premières gouttes et vous prenez. Qu'il urine au moins deux fois trois quarts et que vous prenez aussi le cliché post-mictionnaire. Voilà ici. Malheureusement, mon manip ne m'a pas beaucoup aidé sur ce cliché que j'allais vous montrer. Les images sont incomplètes. On avait fait une cysto ici. Malheureusement, les images n'ont pas été ramenées, ce que j'avais demandé. Voilà. Troisième examen, c'est l'URO-IRM qui fait une étude à la fois, c'est un examen, comme on dit, deux examens en un, une étude anatomique et fonctionnelle, anatomique ou morphologique et fonctionnelle, indiquée dans les uropathies obstructives, jonction pyélo-urétérale, jonction vésico-urétérale, généralement de grade 3, 4, 5, dans le système double avec dilatation, dans les recherches des abouchements ectopiques et dans les uropathies malformatives complexes. Quel est l'avantage? C'est un examen ces deux examens en un. L'analyse morphologique du rein, des urétères et de la vessie. On a les séquences qui sont données et on a l'analyse fonctionnelle qui s'est faite en séquence coronale en T1 dynamique avec injection, où qui nous permet d'avoir des courbes de rehaussement du parenchyme et des cavités sur le temps, et une séquence T1 post-injection avec volume rénal. Ça nous permet de calculer la fonction rénale relative. Quatrième outil diagnostique, c'est la scintigraphie. La scintigraphie au technicium 99 M, au technicium 99,
DMSA. Je ne connais pas trop bien la technique, donc je n'en dirai pas plus. Soit se fait soit au technetium 99, soit au magnésium 3. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je peux ouvrir cette parenthèse en disant que les uropathies malformatives, sa prise en charge nécessite à la naissance une antibiothérapie de prophylaxie, comme ça va nous permettre de pouvoir réaliser généralement les cystographies. On prépare le terrain. Quand on a une suspicion des valves de l'urètre postérieur, on fait une écho et une cystographie en urgence. Et quand il y a dilatation importante de plus de 3 jours, il faut absolument éviter les déshydratations du nouveau-né. L'échographie dans les premiers jours et puis une deuxième échographie à 1 mois. Si importante dilatation, évaluation précoce de la grandeur de l'obstacle par la scintigraphie ou l'IRM pour une éventuelle chirurgie. Si la dilatation est modérée, on fait un suivi échographique. La dilatation faible ou modérée, l'écho, on refait une échographie dans 1 mois. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Retenons que le diagnostic des uropathies malformatives est a priori anténatale, mais elle peut se faire aussi en postnatal, oui. L'idéal est qu'elle soit faite en prénatal, en anténatal, afin de permettre une prise en charge précoce. La gravité des uropathies varie en fonction du degré de l'obstruction et du risque d'infection urinaire ou d'une uropathie de reflux. Quelle est l'indication? Quelles sont les indications chirurgicales? Ils sont en fonction du degré d'obstruction et de la fonction résiduelle, ainsi que de la dégradation éventuelle du rein. De la survenue aussi des infections urinaires. Ça nous permet une évaluation de l'obstruction et de la fonction rénale relative par scintigraphie ou IRM. Le retard de la prise en charge explique le retentissement sévère sur les fonctions rénales. D'où nous conseillons vraiment un diagnostic périnatal précoce. Devant cette évolution précoce des uropathies, la prise en charge doit être la plus précoce possible par le dépistage anténatal et par un bon suivi pour éviter la dégradation de la fonction rénale. J'ai dit. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Nathalie, et félicitations pour cette brillante présentation. Nous avons tous compris la complexité et l'importance de ces sujets que vous avez su décortiquer de façon claire et didactique en nous rappelant que les uropathies malformatives sont au 3e rang après les malformations cardiaques et orthopédiques et que pour cela, plus tôt le diagnostic est fait, mieux sera la prise en charge. Vous avez ensuite rappelé les notions d'embryologie et d'anatomie, et puis vous vous êtes étalé sur la classification de ces anomalies congénitales qui sont disposées en 3 grands groupes: les anomalies du haut appareil urinaire, les anomalies de l'urétère et les anomalies du bas appareil urinaire, pour lequel nous n'allons pas revenir là-dessus. Et pour chuter, vous avez mis un accent particulier sur la technique et les moyens d'imagerie mis pour faire ce diagnostic. Alors, pour gagner le temps, nous allons d'abord accorder la parole aux panélistes avant de passer à la discussion avec
les autres participants dans l'Assemblée. Donc là, nous faisons appel au premier panéliste de la soirée, le docteur Noël Dodo. S'il est là, il peut prendre la parole pour sa contribution. Docteur Noël Dodo, vous avez la parole. Merci pour la parole. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je voudrais bien remercier les organisateurs pour m'avoir associé à cette soirée scientifique pour un sujet aussi très, très important et délicat, comme l'a si bien développé Dr Mutuza. D'entrée de jeu, je ne pourrais pas m'étaler aussi longtemps que Dr Mutuza s'est étalé sur les sujets suffisamment. Alors, moi, de façon chirurgicale, ce que je peux dire est que le MARVU, donc le malformation congénitale du rein et des voies urinaires, sont responsables de 30 à 40% des insuffisances rénales terminales, de façon générale. Mais ça représente à peu près 50% des insuffisances rénales pédiatriques, pour montrer l'importance et la place de MARVU dans la prise en charge des infections de façon générale chez les enfants par le pédiatre. Donc, nous voulons tirer effectivement l'attention du pédiatre sur l'infection. Si le pédiatre pouvait mettre en évidence l'infection urinaire, ils ne doivent jamais passer à côté de la recherche de MARVU, des malformations rénales et des voies urinaires. Ça, c'est le point le plus important pour notre sujet de ce soir. Avec tout ce que Dr Mutuza a développé, nous avons de malformations, des diagnostics fortuits qui n'ont pas de répercussions sur la fonction rénale. Mais il y a un spectre très large de gravité qui sont variables d'autres malformations. Par exemple, au niveau rénal, comme il a dit de haut appareil, donc si nous avons la plasie, l'hypoplasie, la dysplasie, le plus souvent multikystique, c'est déjà des malades qu'il faut orienter déjà chez les néphropédiatres pour déjà le suivi des malades, parce que l'idéal, c'est d'éviter les insuffisances rénales, sinon de ralentir la progression des insuffisances rénales déjà presque congénitales pour certaines pathologies. Au niveau de l'urètre, nous avons, comme elle a bien dit Dr Mutuza, méga urtère. Nous avons la maladie de la jonction pyélo-urétérale, les reflux vésico-urétérales. Ce sont des pathologies normalement des diagnostics le plus souvent anténatales. Alors, dans le pays où ils ont le plateau technique bien développé, ce sont des diagnostics qui sont anténatales et ça permet la multidisciplinarité déjà pendant la grossesse. Donc, il y a déjà la multidisciplinarité où il y a la concertation pour déjà préparer la prise en charge de ces pathologies. Dès que les enfants naissent, ils sont directement orientés chez l'urologue pédiatre qui le suivent le plus souvent. Il faut qu'on se le dise, la plupart de ces pathologies se résolvent de façon spontanée dans plus de la moitié des cas. Donc, ce sont des malades qu'il faut suivre à la longue et voir maintenant ceux qui sont pourvoyeurs des affections, par exemple des obstructions ou des infections. On va intervenir seulement pour cette catégorie de patients. Alors que la majorité de ces pathologies passent chez nous, où nous sommes encore dans les pays à plateau technique limité, passent inaperçus. Donc, le diagnostic, au lieu de passer de la période prénatale, chez nous, le diagnostic arrive déjà à un âge avancé. Sinon, voire même à l'âge adulte pour certains malades. Donc, la prise en charge chez nous, ça pose encore problème sur le plan diagnostique.
Du coup, nous responsabilisons plus, nous donnons plus la charge aux pédiatres et plus particulièrement aux urologues, aux néphropédiatres, pour que dès qu'ils objectivent clairement une infection urinaire, ils doivent nécessairement rechercher les malformations. Alors, parmi ces malformations, comme nous l'avons dit, il y a au niveau de la vessie des malformations de vessie neurologique. Là, ça demande un peu plus en charge un peu plus conséquente que nous avons des limites sur la prise en charge. Nous avons aussi de malformations qui intéressent l'urètre. Valve de l'urètre postérieur, on peut se le dire, c'est parmi les pathologies les plus graves de malformation congénitale de l'appareil urinaire qu'il faut prendre en charge le plus tôt possible parce que ces enfants naissent déjà avec une certaine dysplasie déjà. Donc même quand vous soignez, chirurgien, vous traitez votre valve de l'urètre postérieur, il faut être sûr que l'enfant est déjà porteur d'une modification déjà de la fonction rénale. Donc, il faut dresser directement ces malades-là auprès des néphropédiatres. Donc, de façon générale, on peut dire toutes ces pathologies qu'a développé Dr Mutuza, ce sont des pathologies pourvoyeurs des affections, entre autres des infections urinaires, entre autres des obstructions du drainage des urines. En ces moments-là, quand il y a ces manifestations, pour prévenir les insuffisances rénales ou le retarder, les chirurgiens peuvent intervenir au cas par cas, selon les différentes pathologies. Donc, nous pouvons retenir ici que les chirurgiens doivent agir, mais ils doivent agir en concertation avec les néphropédiatres pour une meilleure prise en charge et surtout un meilleur suivi de nos malades pédiatriques porteurs de Marvu. Donc, de façon générale, ce que nous pouvons recommander peut-être aux pédiatres, le professeur va insister là-dessus. Donc, dès qu'il y a des facteurs à dépister d'une aggravation de certaines pathologies de Marvu, entre autres, quand vous avez des obstructions des voies urinaires, ça doit attirer votre attention devant des infections urinaires à répétition. Chez les enfants, ça doit attirer votre attention devant les hypertensions artérielles chez les enfants. Quand vous avez des déshydratations chroniques ou bien des dépressions sodées ou bien des acidoses, les néphropédiatres doivent nécessairement rechercher des malformations probablement congénitales urologiques et, dans ces cas, associer les urologues pédiatres pour la prise en charge collégiale de ces enfants. Je crois de façon générale, parce que nous ne pouvons plus monopoliser la parole, aussi longtemps Dr Mutuza a pris plus d'une heure pour nous parler suffisamment de toutes ces pathologies. Je crois que nous pouvons discuter lors des échanges. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Noël Dodo Lusungu, pour votre contribution. Nous rappelons que docteur Dodo est chirurgien et chef des services de chirurgie pédiatrique de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe à Kinshasa, l'une des institutions de référence dans la prise en charge des pathologies médico-chirurgicales de l'enfant ici à Kinshasa. En tout cas, merci pour votre contribution. Nous Merci. allons passer la parole au professeur Dr Pépé Ekoulou, qui est notre deuxième panéliste de la soirée. Professeur, vous avez la parole. Merci, et docteur Liombo. À mon tour, je remercie les organisateurs pour nous avoir associés à cette réunion, à ces échanges importants sur les uropathies malformatives. Et je voudrais féliciter Dr Mutuza pour sa brillante présentation, mais également je voudrais féliciter également Dr Dodo pour ses ajouts très,
très importantes par rapport à ces sujets que nous allons aborder, que nous abordons ce soir. Alors, les uropathies S'il vous plaît, professeur, malformatives. vous pouvez parler un peu plus fort? On ne vous entend pas très bien. Oui, Merci. je suis encore aux cliniques universitaires à côté des malades. Donc, ce que je disais, je remercie tout le monde, je félicite les orateurs. Et je disais, ces sujets, c'est vraiment important pour nous, cliniciens. L'essentiel, je pense, a été déjà dit par mes prédécesseurs. Juste à épingler la situation que nous vivons ici dans notre contexte, c'est que les CACUT sont une réalité et c'est la première cause chez nous, c'est la première cause d'insuffisance rénale chronique au stade terminal chez nous. Même ça vient bien avant les néphropathies glomérulaires. Donc chez nous, c'est ce que nous avons et que nous gérons au quotidien. Et parmi ces malformations, les uropathies malformatives, la première cause, la première retrouvée chez nous, c'est les valves de l'urètre postérieur. Et docteur Noël sait, c'est comment des réunions que nous avons eues, que nous avons initiées, avec non seulement les urologues de chez nous, les uropédiatres, mais également les uropédiatres de la France, et il sait comment nous avons eu à discuter des cas. Et ici, chez nous, la première uropathie malformative et qui explique même la cause de l'insuffisance rénale terminale chez les enfants, ce sont les valves de l'urètre postérieur. Donc, c'est un problème réel et nous voudrions attirer l'attention des cliniciens. L'idéal, docteur Noël a dit, pour lui l'essentiel, c'est qu'il interpelle les pédiatres par rapport au diagnostic. Mais nous disons le vrai problème, c'est d'abord les suivis pendant les CPN. Parce que le plus important, comme on a dit, c'est les diagnostics anténatales. Ça, c'est un problème chez nous. C'est un problème chez nous. Pourquoi? Parce que je pense, docteur Moutouza va peut-être nous dire comment les choses sont organisées à Kalembelembe. Mais nous voyons pendant les CPN, tout ce qu'on fait comme échographie, surtout par les gynécologues, par les obstétriciens, ce sont juste les échographies des datations, des échographies morphologiques, mais pas des spécificités dans la recherche des anomalies. Et ça, je pense que c'est d'abord le grand problème, c'est à ce niveau-là. C'est ainsi que nous héritons des cas de malformations d'uropathie malformative au stade très avancé parce que tout simplement ça a échappé au diagnostic anténatal. Donc, le plus important ici, c'est d'abord de mettre l'accent sur le diagnostic anténatal, comme docteur Moutouza l'a dit, aussi docteur Dodo l'a dit. Et la prise en charge précoce peut déjà soulager dans une certaine mesure, soit en éloignant les risques de l'insuffisance rénale terminale ou alors déjà prévenir d'autres complications. Mais pour cette prise en charge précoce, il faut un diagnostic également précoce et le mieux, c'est un diagnostic anténatal. Donc là, nous attirons l'attention. Le grand problème ici, je ne sais pas ce qui s'est fait, ce qui s'est fait ailleurs, l'expérience des autres, dans les autres pays, peut-être ça peut nous donner plus d'éclairage. Mais chez nous, pendant les suivis, les CPN, c'est plus du ressort des obstétriciens qui font les échographies, mais qui ne sont pas des échographies approfondies à la recherche des anomalies. Donc ça, c'est d'abord le premier problème. Alors, concernant la première cause, comme nous avions dit, les valves de l'urètre postérieur, nous attirons l'attention des cliniciens. Nous avons trois phases. Tout nouveau-né qui vient, il faut nécessairement rechercher la notion du globe vésical par rapport à ces valves. Palper l'hypograsse, rechercher la notion du globe. Généralement, chez les nouveau-nés, ça s'accompagne, vous avez les globes vésicales. Vous avez, à la palpation, on peut avoir des gros reins qui sont palpables et ça peut aussi déjà attirer l'attention. Nous avons les jets urinaires qui est faible ou même absent.
Donc, quand vous êtes devant ces cas qui ont échappé, si une malformation ou le valve de l'urètre postérieur, par exemple, est échappé au diagnostic anténatal, à l'examen néonatal, vous pouvez déceler quelques signes qui vont vous orienter et vous pousser à demander la cascade d'examen telle que ça a été bien décrit par le docteur Mutouza. Donc ça, c'est important pendant la période néonatale. Nous savons la période néonatale, ça va de la naissance jusqu'à 1 mois. Et chez les nourrissons de 1 mois jusqu'à 2 ou 3 ans, les uropathies malformatives, notamment le valve de l'urètre postérieur, c'est plus un tableau d'infection urinaire à répétition. Quand vous voyez vous recevez un nourrisson avec des infections, la notion d'infection urinaire à répétition, et ne passez jamais à côté d'une uropathie malformative. Vous devez vite aller avec d'abord le plus simple échographie et poursuivre. Et là, en palpant, vous pouvez également avoir le globe vésical. Donc, généralement, chez les nourrissons, vous avez la notion du globe vésical, mais également des infections urinaires à répétition. Il vient alors l'étape de l'adolescence, les garçons ou les adolescents, et c'est là où maintenant vous avez les troubles mictionnels. Les troubles mictionnels tels que les dysuries, vous pouvez avoir l'incontinence, mais tout ça associé aux infections urinaires à répétition, mais également à la notion de globe vésical. Voilà, quand vous avez ces tableaux pour ces différents âges, ça peut déjà vous orienter vers une uropathie malformative et vous demander tous les bilans tels que ça a été très bien décrit par le docteur Mutouza. Donc voilà ce que je voulais dire. Et au-delà de tout, et nous interpellons les urologues, docteurs de dossier, la prise en charge doit être pluridisciplinaire. C'est comme ça que nous encourageons des réunions, des concertations pluridisciplinaires entre le néphropédiatre, les urologues pédiatres, mais également les radiologues. C'est très important d'avoir ces concertations et c'est cela qui va aider à améliorer la prise en charge de ces enfants. Alors, dans la prise en charge, il y aura un point important abordé par Dr Mutouza, c'est l'antibioprophylaxie. Ça, c'est un problème très délicat dans la prise en charge des uropathies malformatives. Parce que, comme on dit, il y a toujours, comme dans les 3 âges, comme nous avions dit, il y a notion d'infection urinaire à répétition. Et ça fait objet de grands débats. Comment, quand et comment mener l'antibioprophylaxie dans les cas des uropathies malformatives. Je pense on laisse la parole quand même aux participants. Pendant les échanges, nous verrons quelles sont les précisions que nous pourrons apporter par rapport à ça. Voilà l'essentiel que je pouvais dire à ce niveau des échanges. Merci beaucoup, professeur Pépé Ekoulou, pour votre apport si important en rapport avec ces sujets des uropathies malformatives. Nous rappelons que le professeur Pépé Ekoulou est radiopédiatre, chef des services de néphrologie pédiatrique aux cliniques universitaires de Kinshasa. Merci beaucoup, Radiopédiatre, c'est professeur. docteur Mutouza. Nous sommes néphropédiatres. Ah, pardon, professeur, néphropédiatre, voilà. Chef des services de néphrologie pédiatrique aux cliniques universitaires de Kinshasa. Merci beaucoup, professeur. Nous allons à présent accorder la parole à l'Assemblée. S'il y a des préoccupations par rapport aux différentes interventions, la présentation de Dr Nathalie, l'intervention de Dr Noël Dodo, ainsi que celle du professeur Pépé. Y a-t-il de préoccupations dans l'Assemblée? Si, en attendant, docteur Liombo, je peux dire un mot? Oui, allez-y. Oui, par rapport à ce qu'a dit le professeur Ekoulou, moi, je suis des personnes qui encouragent cette façon de faire avec des réunions de concertation pluridisciplinaires. En dehors de faire seulement de la radiopédiatrie à Kalimbilimbi, je fais l'échographie de la femme et de l'enfant à Seigo.
Donc, la femme, c'est-à-dire, je fais les échographies fœtales à CIGO. Donc, ça, nous savons, je l'ai appris, j'ai été formée pour ça, puisque je suis détentrice de ce diplôme-là. Le problème est que le gynécologue, c'est à lui de transférer le malade. L'échographie morphologique devrait être faite par un radiologue. J'en connais qui transfère, qui vous envoie, il a suspecté quelque chose, il vous envoie pour une échographie. Mais quand en fin de compte rendu, vous lui écrivez souhait d'une prise en charge après réunion de concertation pluridisciplinaire. Quand vous faites cette réunion de concertation pluridisciplinaire que nous vous avons suggérée, vous n'invitez pas la personne qui a fait l'examen. Vous tombez à côté, vous n'avez rien fait. Donc, quand il y a un nouveau-né comme ça, il faut une réunion de concertation pluridisciplinaire, il faut un radiologue, il faut un pédiatre, un gynécologue, un pédiatre, voilà, selon le domaine, il faut un gynécologue, un obstétricien. Donc, c'est toute une équipe, à défaut même un généticien. Et même ailleurs, on prend même les psychiatres. Le professeur Ekoulou nous a demandé comment ça s'organise à Kalembelembe. Malheureusement, à Kalembelembe, nous n'avons pas euh, de maternité. Donc, nous les recevons seulement en poste natal. Et même en poste natal, docteur Dodo est en train de former les jeunes et à réveiller l'esprit des jeunes afin de pouvoir reconnaître ces uropathies telles que vous l'avez dit, par les palpations, par la présence d'un globe vésical, par le fait qu'un enfant ait fait des infections à répétition. Et dans ces cas-là, ils savent comment faire. On donne une antibiothérapie. Entre-temps, il fait l'échographie. Au besoin, après l'antibio, dans 3 semaines, on peut venir faire une cysto. Donc, c'est comme ça que nous nous organisons. Mais là où il y a et le pédiatre, et le gynécologue, et l'obstétricien, il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir aider nos patients. Ça fait mal d'apprendre comme ça que les valves de l'urètre postérieur seraient en premier chez nous. Ça fait mal. D'ailleurs, pour les assistants, voilà un sujet de travail, les assistants d'imagerie. Voilà, vous avez déjà un sujet qui est important. Vous avez le professeur Ekoulou qui est là avec vous. Vous êtes aux cliniques universitaires. Vous avez et l'écho et la radio et la gynéco et la pédiatrie. Donc, vous pourrez bien trouver un sujet et ça va nous permettre d'avoir un peu des statistiques beaucoup plus et d'améliorer notre prise en charge des patients. C'est vrai que nous sommes en retard, oui. Merci. Ok, Ah oui, merci beaucoup, docteur Nathalie. Alors, dans l'Assemblée, y a-t-il des bonsoir. réactions? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, docteur Dia Aliou, médecin radiologue depuis la France. Je remercie énormément donc, le docteur Mutuzé pour sa présentation. Voilà, donc je voulais apporter juste une petite contribution. C'est vrai qu'en fait, ces uropathies malformatives le diagnostic anténatal est vraiment hyper important. Donc, je vais juste peut-être euh, apporter un petit témoignage. Donc, bon, moi, j'ai fait mon internat à Dakar, donc au Sénégal. Mon premier cas, en fait, d'uropathie malformative que j'avais eu, en fait, en échographie obstétricale, hein, parce que, bon, on a été formé donc en échographie obstétricale, c'était un syndrome de Prune-Belly. Donc, le docteur Moutuzé en a parlé, je pense, dans sa présentation, donc, dans les aplasies de vessie. Et voilà, et moi, c'est un cas qui m'avait marqué parce que, voilà, donc, c'était mon premier syndrome de Prune-Belly. Et l'enfant, en fait, était né, donc, avec carrément une aplasie, donc, des muscles abdominaux et une extrophie, en fait, vésicale, avec plein d'autres malformations. Et malheureusement, en fait, voilà, donc l'échographie obstétricale donc, bon, a été faite au troisième trimestre.
et l'enfant à la naissance n'a pas survécu. Donc, c'est pour ça que la formation en fait, des internes, aussi bien en radiologie ou en obstétrique, sur la recherche de malformations est hyper importante. Donc, l'échographie obstétricale ne se résume pas seulement en fait, à la biométrie comme on le fait en fait en Afrique, voilà, donc périmètre crânien, longueur du fémur. Mais il faut s'atteler en fait à la recherche de ces malformations. C'est hyper important. Donc, le diagnostic anténatal, c'est quand même dommage en fait d'avoir en Afrique des syndromes de Prune-Belly. Donc, même si vous regardez la littérature, donc malheureusement, donc ces cas n'existent pas en Europe. Donc, ils n'existent qu'en Afrique. Voilà. Donc, c'était donc ma modeste contribution. Et puis, donc, je salue tout le monde, notamment donc le professeur Mata, donc qui est un ami. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Pareil. docteur Diallo, pour votre contribution. Merci. J'ai une main levée si je peux. Oui, allez-y. Je vous salue d'abord, bonsoir. Je salue Bonsoir. l'oratrice du jour. En tout cas, personnellement, je suis tellement ravi de pouvoir participer à cette conférence d'aujourd'hui. Je suis en train de vous appeler depuis la province du Tanganyika. J'espère bien que le professeur Dadi Mata, je l'ai vu, c'est bien lui qui me connaît souvent. Euh, je suis un infirmier pédiatre. Alors, j'ai suivi l'exposé avec beaucoup d'intérêt. Et là, je voulais seulement poser même deux questions à l'oratrice du jour pour que je puisse avoir quelques éclaircissements, bien qu'ici, chez nous, nous avons une grande souffrance par rapport au plateau technique surtout et au personnel qualifié dans ces domaines pour que nous puissions également nous adapter à la mode, bien que nous connaissons que la RDC, il y a certains coins où nous souffrons tellement. Alors, ma première question, je voulais seulement savoir quels sont les facteurs prédictifs d'insuffisance rénale chronique dans les uropathies malformatives. La deuxième question, je voulais savoir, j'ai entendu parler quand l'oratrice est en train de parler et elle a épinglé l'antibioprophylaxie. Maintenant, je voulais seulement savoir comment est-ce qu'on peut gérer les infections urinaires à répétition, comme le professeur Pépé en a parlé, malgré que l'antibioprophylaxie est donnée, mais les infections là continuent toujours à se répéter. Comment est-ce que nous pouvons gérer ça? C'est ça mes deux questions. Merci beaucoup. Pardon. Merci bien, Monsieur Berson. Je commence par la deuxième question que je serai sûrement complétée par le professeur Pépé Ikoulou. L'antibioprophylaxie, dont j'ai parlé ici d'abord en premier lieu, c'était en anténatal quand le diagnostic d'uropathie malformative a été fait. Quand l'enfant est né, le premier examen qu'on lui fait, on peut faire immédiatement après la naissance, c'est une écho, le plus tôt possible, c'est une échographie de l'appareil urinaire. Quand on a fait, si on découvre on suspecte qu'il y a une malformation, on devrait passer à une cystographie. Mais pour faire cette cystographie-là, on doit injecter du produit et on manipule les voies urinaires pour ne pas apporter à l'enfant une infection supplémentaire. C'est comme ça qu'on demande que l'infection vienne de l'extérieur vers l'intérieur. On demande à ce que ce soit quand même une antiprophylaxie pour permettre de faire. Néanmoins, chez l'enfant, la cystographie, là, on préfère la faire après 4 semaines. Le rein aura atteint quand même une certaine maturité. Je ne sais pas si je me trompe, le professeur va me compléter. La deuxième prophylaxie, c'est quoi? Un enfant qui fait des infections à répétition.
La première fois, la deuxième fois et après la troisième infection, vous devez trouver ceux qui poussent. Ça veut dire qu'il doit y avoir une malformation quelque part. Vraiment, comme vous a dit le professeur Ekoulou, la première cause, ce sont les valves de rétro-postérieure, en tout cas chez le garçon. Dès que vous avez un garçon qui fait des infections à répétition, commencez par palper, vous aurez sûrement un globe vésical. Le professeur est mieux placé là pour vous donner du point de vue clinique. Mais moi, du point de vue radiologique, ce que je peux vous dire, les examens à faire, ce sont l'écho et la cystographie. Ça, c'est ce que je peux dire pour cette question. Je ne sais pas si le professeur a ajouté avant que je revienne sur sur l'autre question. Professeur Pépé? Oui, je suis là, docteur Moutouza. Merci. Donc, alors, effectivement, tout à fait d'accord avec docteur Moutouza. Donc, la prophylaxie, c'est vrai. Ici, maintenant, les données récentes nous montrent effectivement, lorsque vous êtes devant un enfant qui fait les infections urinaires à répétition, déjà comme on l'a dit, devant tout cas d'infection urinaire à répétition, vous devez penser aux malformations. Donc, et rechercher ces malformations. Alors, si vous n'avez pas, vous ne retrouvez pas une malformation urologique majeure, grave, les données récentes montrent qu'il n'y a pas tellement d'intérêt de faire une antibioprophylaxie. Parce qu'on sait quand on le fait, c'est devant des cas de pyélonéphrite à répétition, c'est pour prévenir, éviter, n'est-ce pas, toutes les complications, notamment sur les séquelles au niveau rénal, notamment ce qui conduit à l'insuffisance rénale chronique, terminale, ou alors à l'hypertension artérielle. Donc, toutes ces complications, on a trouvé que, avec les cohortes qu'on a suivies et les études comparées qu'on a réalisées, il n'y avait pas de grande différence entre ceux qui ont reçu une antibioprophylaxie et ceux qui n'en ont pas reçu. Sauf l'antibiothérapie, l'antibioprophylaxie a son sens. Lorsque vous êtes devant, vous tombez sur une uropathie malformative sévère, grave, ou alors des cas de reflux vésico-urétéral au stade très, très avancé. Alors là, dans ces cas, il y a deux produits qui sont recommandés à travers le monde. C'est, vous savez, trimétoprime et sulfaméthoxazole. Et puis, ou alors, vous avez la nitrofurantoïne. Mais le grand problème avec ça, et ça, on recommande de donner pendant 3 à 6 mois. Mais le grand problème, comme vous savez chez nous, c'est l'émergence de la résistance. C'est l'émergence de la résistance. Donc, quand vous donnez, avant de décider de l'antibioprophylaxie, on recommande de voir le temps de bien parler avec le parent. Expliquer les parents le bienfait et les inconvénients de l'attitude thérapeutique que vous voulez adopter. Et une fois que vous mettez l'antibioprophylaxie en route, vous devez surveiller de près l'enfant, surtout par rapport à la résistance. Et lorsque vous tombez sur un germe, une antibiorésistance, il est recommandé d'arrêter l'antibioprophylaxie. Donc, vous ne continuez plus. Et dans ces cas-là, on vous dit, et généralement, comme on dit, ce sont les deux produits, on joue avec les nitrofurantoïnes ou l'association trimétoprime et sulfaméthoxazole. Mais lorsque vous arrêtez, il n'est pas conseillé de recourir, n'est-ce pas, aux antibiotiques ou aux agents à large spectre, tels que cefixime ou ciprofloxacine. Non, parce qu'il y a risque, cela entraîne généralement une résistance, n'est-ce pas, on aura un germe résistant à tout autre médicament par voie orale. C'est comme ça, on déconseille d'aller avec les agents à large spectre. Donc, l'antibiothérapie, devant des cas d'infection urinaire à répétition, voilà, lorsque c'est associé à une uropathie malformative majeure. Et dans ces cas, on recommande peut-être 3 à 6 mois. Et une fois que vous avez l'antibiorésistance, vous devez arrêter. Arrêtez tout simplement, ne continuez plus avec, ne recourez pas à d'autres formes, notamment avec
les antibiotiques à large spectre tels que cefixime ou ciprofloxacine. Donc voilà par rapport à l'antibioprophylaxie, c'est vraiment un sujet délicat et avec surtout l'émergence déjà la pression d'antibiotiques chez nous et l'émergence de tout ce qui est résistance. Alors, bon, juste par rapport à la première question, les facteurs prédictifs, ici chez nous, on n'a pas encore d'études, mais de par l'expérience et à travers quelques données à travers le monde, évidemment, vous allez comprendre après cet exposé que non seulement la sévérité de la malformation peut déjà être un facteur prédictif de l'insuffisance rénale terminale, mais surtout la durée et la durée qui est corrélée alors à la précocité ou pas de la prise en charge. Lorsque la prise en charge est précoce, ça diminue les risques de l'insuffisance ou ça éloigne les risques de l'insuffisance rénale terminale. Mais lorsque tel que c'est le cas chez nous, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, je pense, nous venons de perdre un enfant. Docteur Dodo, tu sais, l'enfant qui a été pris en charge par, tu vois, notre équipe et l'équipe qui est venue de la France, cet enfant-là Robert Debré. que nous avons eu Oui. vient de décéder il y a une semaine. Oh. Donc, tout ça, c'est le fait de la découverte du diagnostic, tardif et la prise en charge. Ça arrive au moment où il y a déjà des complications. L'enfant est déjà en insuffisance rénale. Donc, lorsque le diagnostic est précoce et la prise en charge est précoce, ça diminue les risques d'avoir développé l'insuffisance rénale terminale. Donc, nous avons deux éléments majeurs, notamment la sévérité de la malformation, mais également la durée qui est corrélée à la précocité au nom de la prise en charge. Voilà les quelques éléments que je pouvais partager à ce niveau d'échange. Merci beaucoup, docteur Nathalie et professeur Pépé, pour ces éclaircissements et nous espérons que M. Berson est satisfait de vos réponses par rapport à ces préoccupations. Oui, oui, en tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi et content. Je suis parfaitement satisfait. Merci beaucoup. Alors, peut-être un dernier intervenant, une dernière question avant de chuter, parce que bientôt il sera 22 heures. S'il n'y a pas d'autres préoccupations, il n'y a pas d'autres intervenants, nous allons demander au professeur Mata, s'il est là, un petit mot avant que nous puissions aller vers la fin de cette session. Docteur Liombo, s'il te plaît. Oui, docteur Nathalie. Pour finir, j'aimerais Oui. que tout le monde garde de docteur Dongo Roger l'image que j'ai eue de lui. J'aimerais faire un petit témoignage. Il a été un grand radiologue d'une humilité et d'une sympathie jamais vue. Il est décédé brusquement en Belgique, il y a de cela, je crois, 3 semaines. Et il a été mis en terre le week-end dernier. Paix à son âme. Et que tout le monde garde de lui fasse une prière pour que son âme repose en paix. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Nathalie, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Moutouza, pour avoir rappelé ça. On aurait dû observer même une minute de silence. Oui, bon, on a raté parce qu'on a commencé presque en catastrophe. Vous savez, comme par moment, on commence en retard. Et comme vous l'avez dit, c'est parmi les pionniers de la radiologie. l'RDC, c'est parmi les gens qui nous ont inspirés quand on commençait. Il est parti peut-être plus tôt. Il a commencé une œuvre. Ils nous ont formés tous. C'est à notre tour aussi de former les autres, les jeunes qui arrivent. C'est ce que nous faisons. Son âme va se reposer en paix.
Et merci également pour la présentation aujourd'hui, docteur Mutuza, c'était excellent, une très, très haute facture. Bon, merci au chirurgien docteur Dodo et au néphropédiatre professeur Ekulu pour votre contribution. On a vu que l'équipe était vraiment au complet. Et je pense que l'audience, on est arrivé à 100, 120 par moment. Ceci veut dire seulement que le sujet est d'une importance monumentale dans notre pratique. Mais ça veut aussi dire que peut-être que dans les cursus, que ce soit undergraduate ou postgraduate, les sous-spécialités qui sont comment, attachées à, par exemple, à la pédiatrie, ne sont pas vraiment très bien enseignées ou ce n'est pas encore développé. Quand on parle, par exemple, de l'anesthésie pédiatrique, quand on parle de la radiopédiatrie, quand on parle de la pédiatrie, on se voit qu'il y a un grand vide qui persiste là. Il suffit juste d'aller compter le nombre de chirurgiens pédiatres, le nombre d'anesthésistes pédiatres, le nombre de néphropédiatres, on va sentir ce vide-là. Et statistiquement par là, le nombre de jeudis, ça veut dire que les gens veulent encore apprendre dans ces domaines. Donc, le lundi prochain, il y aura un autre numéro de lundi parlant radiologie. On ne sait pas encore qui va parler. Il y a 2, 3 possibilités. Vous verrez les affiches. Et si possible, le mois de février sera dédié à l'oncologie médicale. Donc, on va parler des cancers en termes de classification et traitement. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tout le monde, aux intervenants surtout, parce que si vous n'êtes pas là, nous, on va baisser la main. Tout à l'heure, j'ai partagé dans les groupes du comité lundi par la radiologie le nombre de participants pour dire que l'audience a encore soif de la science, la jeunesse a encore besoin de nous, on doit continuer à surpasser, prendre un peu de notre temps privé pour porter la science au pays, minimum qu'on puisse faire. Et merci beaucoup, bonne soirée, à lundi prochain. Merci Merci. beaucoup. Merci, Et bonne au Bonne soirée. revoir. soirée.